me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Bonjour, bienvenue. Nouveau concept sur le podcast. Concept, c'est un grand mot quand même, parce qu'on va pas réinventer la roue non plus. Je suis avec Diane et avec Lucas. Aujourd'hui, on va juste prendre 3 sujets, un sujet chacun qu'on a choisi du coup, dans l'actualité de la semaine, on va dire. Et on va en discuter, en débattre. Mais d'abord, bonjour à vous deux. Salut. Hello. Est-ce que ça va bien en cette semaine bien chargée en termes d'e-sportainment, on va dire? Vas-y, Diane. Ça me rappelle les grands moments d'Eclipsia. Je suis comblé. Bah, moi, écoute, ça va. Hein. On n'a pas charbonné sur les sujets dont tu parles. On les a plutôt savamment évités pour l'instant. Exact. Mais ça va. Bah, écoutez, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Le premier sujet, c'est moi qui l'amène du coup. Il y a environ 2 semaines, un peu plus peut-être, j'ai repris un article de Josimar, média norvégien qui fait surtout de l'investigation et notamment dans le sport. Je m'étouffe en même temps. Qui reprenait du coup l'affaire OneXBet, on va dire. Ils sont très actifs dessus. À souvent faire remonter ce qui ne va pas avec le projet. Il y a beaucoup de choses problématiques avec ce site. Et la dernière actualité étant que, en plus de proposer des sports particuliers, dira-t-on, notamment des paris sur des matchs d'enfants, OneXBet continue d'être actif partout, encore plus, et évidemment toujours avec des liens shady avec la Russie, dont c'est les problèmes en ce moment. Et donc, je voulais amener le sujet à Diane et à Lucas, du coup, de demander si OneXBet, donc le partenaire principal quasiment de SL sur tout ce qui est Pro League, notamment sur CS, est-ce que les équipes qui participent à ces tournois ESL sont, on va dire, presque aussi responsables que SL sur le fait de continuer à mettre en avant OneXBet finalement? Je sais pas qui veut commencer de vous deux? À toi l'honneur, Lucas. Ok. En fait, j'ai l'impression que CS, pour le dire comme ça, on n'a juste pas grand-chose à faire. Parce que quand tu regardes toutes les choses dans lesquelles c'est impliqué CS, qui semblent assez peu vertueuses, j'ai pas l'impression que OneXBet soit pire que d'autres trucs, tu vois. Évidemment, je pense à l'eSports World Cup. Tu vois, c'était pas la priorité. Mais même globalement, on sait très bien que les manières, la manière de se financer de Counter-Strike a toujours été un petit peu obscure avec tous les skins et tout, tu vois, genre. Et du coup, j'ai l'impression que la magouille, de toute façon, est un peu inhérente à ce jeu. Et du coup, je suis pas tant surpris que ça que il continue de fermer les yeux sur les agissements et les partenaires de OneXBet, tu vois. Après, est-ce qu'elles sont responsables? De toute façon, la question, elle est tellement vaste et difficile à répondre parce que les équipes sont tellement interdépendantes maintenant, enfin, dépendantes de ces partenaires pour exister sur CS notamment. ESL est tellement implanté, tu peux plus vraiment tourner le dos à ESL aujourd'hui, je pense. Donc, les équipes, elles sont dans une situation où, ouais, elles sont un peu dépendantes de ce TIO qui est tellement. Ah, il est moins hégémonique peut-être qu'avant, mais il reste tellement important dans le circuit. Et pour faire tourner ton équipe, si tu, si tu tournes le dos à ESL, je pense que c'est compliqué aujourd'hui si tu vas plus sur les tournois à ESL. Après, je pense que Diane, tu auras un avis qui est plus tranché que le mien sur cette question, peut-être. Euh, parce que, parce que déjà, tu connais sans doute mieux CS que moi. Et parce que, ouais, je pense que c'est des questions qui te sont, toi, vraiment qui tiennent peut-être vraiment plus à cœur, je pense. Ouais, Encore. moi je trouve qu'en fait, il y a à la fois le fait que les équipes laissent un peu ça, ne regardent pas vraiment le sujet. C'est-à-dire, bon, les sponsors shady chez ESL, il n'y a pas fallu attendre les sites de betting ou l'Arabie Saoudite pour qu'il y en ait. On a quand même l'armée américaine qui est qui est présente derrière ESL depuis un certain temps. Et de toute façon, même OneXBet, ça soutient également HLTV, donc mine de rien,
C'est-à-dire, quasiment toutes les équipes CS ont des partenariats avec HLTV. Donc derrière, ça voudrait dire que si tu commences à reprocher à ESL d'être lié à OneXBet, il va falloir aussi que tu t'attaques aux plus gros médias de ton jeu. Donc c'est pas vraiment. Enfin, pour beaucoup d'équipes, c'est pas. Alors ce serait possible. Ils pourraient avoir le faire en s'unifiant, mais ils n'ont pas vraiment intérêt à le faire. Et puis même OneXBet eux-mêmes soutiennent plusieurs équipes. Alors il y a pas mal d'équipes qui n'ont plus OneXBet en sponsor, mais qui en avaient avant. Mais je crois que dans les équipes qui avaient un accord avec ESL, de mémoire, Amy BR a un accord avec ESL et est sponsorisé par OneXBet. Donc derrière, ça interroge toujours des. C'est On disait, c'est c'est ça. l'interdépendance, quoi. C'est-à-dire que tu tournes le dos à OneXBet et à ESL, c'est compliqué de vivre, quoi. Ouais, c'est clairement ça. En plus, derrière, les équipes elles seront prêtes à faire des grands tweets où les joueurs vont dire sur le fait que le betting est la lie, notamment du tiers de CS. Bon. Moi, je pense pas forcément que les équipes soient particulièrement responsables, plus que d'autres. Je pense que c'est une combinaison d'acteurs. Alors, je saurais pas dire chez qui OneXBet est allé toquer la porte en premier pour aller chercher des sponsors. Si de fait ça a commencé avec les équipes ou si ça a commencé avec ESL ou d'autres broadcasts, parce que je crois que de mémoire ils sont derrière. Je me demande s'ils n'ont pas des parts dans Thunderpeak aussi. Mais Je serais pas dire. dans les tournois organisés par Thunderpeak. Mais je crois qu'il y a autre chose que ESL dans les tournois qu'ils font. Mais de toute façon, en fait, le betting, finalement, OneXBet est un site qui est extrêmement problématique. Ouais, comme tu disais sur les matchs d'enfants, le betting, c'est vrai, est rentré dans l'écosystème CS avant OneXBet. Et Mm. je pense que la responsabilité est plus à porter sur le fait que les yeux ont été fermés sur le betting très tôt, même quand c'était pas Ouais, c'est OneXBet, ça. quand c'était d'autres sites qui étaient d'autant plus. Enfin, tous autant illégaux, hein, des sites, on sait pas exactement trop d'où l'argent venait, qui étaient beaucoup de sites de blanchissement. Donc il y avait déjà un problème, alors peut-être pas un problème du même calibre que celui de OneXBet, mais déjà quand même un problème légal et moral assez important. Donc je pense que OneXBet, c'est juste le point culminant d'un problème structurel, finalement. Ouais, c'est ça, je ne peux que abonder pour avoir travaillé le sujet récemment. Coco, tu sais pourquoi, je pense, mais effectivement, en fait, depuis le début, depuis qu'on a instauré le trade, enfin les skins, en fait, pardon, sur CS, depuis ce jour-là, CS a un problème avec le betting, avec le trading et avec Alors, tout ce qui en c'est pas découle et tous les pareil. fléaux qui peuvent. C'est pas pareil. Bah, Les skins et le betting, c'est pas pareil. En fait, les skins au début, en soi, l'achat et la revente de skins, alors ça a des dimensions spéculatoires qui existent, mais oui, c'est ça. ça tombe pas dans l'illégalité dans la moitié des États qui jouent à CS déjà. Et au-delà de ça, on est sur un produit spéculatif parmi d'autres qui en tant que tel pose un peu moins de problèmes. C'est-à-dire que il y a des réglementations qui sont possibles dessus, il y a des réglementations qui sont à peu près appliquées. Et les deux sont pas les mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, OneXBet, si vous essayez d'accéder au site en France, vous y arrivez pas. Ou en Belgique, c'est la même chose. Comme dans, je Trade. sais pas combien de pays, mais il y a 30 pays quasiment qui l'ont banni, des pays qui l'ont amené Voilà. en justice, et le site, techniquement, n'a plus le droit de fonctionner du coup parce qu'ils n'ont plus de licence depuis un an. Voilà. Mm. Alors, les skins, ça pose son problème en tant que produit spéculatif, mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose de moins grave. Car finalement, les gens trouvent toujours une manière de spéculer d'une manière ou d'une autre, de toute façon. C'est-à-dire sur CS, ils le font avec des skins, sur LoL, ils le font avec des équipes LoL, finalement. Enfin, ils essaient toujours de Oui, spéculer de mais leur manière. enfin, C'est pas la même chose. Enfin, je pense pas que ce soit la même chose parce que les skins, c'est 2014, je crois, de mémoire. C'est pour Le le pays. Major. Non, même pas, c'est 2013 parce que ça finance le premier Major, les skins. je sais plus. Mais le betting, c'est arrivé plus tard. C'est vraiment la logique de betting e-sportif aussi importante sur CS. C'est arrivé plus tard parce qu'en soi, on avait déjà du betting sur StarCraft, sur Je sais Warcraft et pas tout. si c'est si décorrélé, hein. Honnêtement, ça reste, enfin, pour moi, ça reste des bulles spéculatives qui ont des processus différents, mais au final, tu mets de l'argent et t'espères, enfin, en l'occurrence, les skins, tu mets des skins et t'espères récupérer de plus gros skins pour éventuellement les revendre après, mais pour moi, c'est des bulles spéculatives enfin, qui produisent les mêmes conséquences, à savoir de l'addiction et de la remise et tout, sans cesse, Ouais, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est depuis le début que c'est comme ça. Enfin, depuis le début de CS que c'est comme ça quasiment, parce qu'en fait, on a autorisé ces bulles depuis le début. Comme tu le disais, on a fermé les yeux dessus. Alors, il y a eu de la régulation un peu plus tard sur certaines branches, notamment d'ailleurs les casinos. Mais, euh, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a de toute façon un truc
qui est là, ouais, depuis le day one quasiment c'est un peu la foire, quoi, sur tous les fléaux qui peuvent dériver de CS sont, ont été autorisés et plus ou moins régulés par la suite, quoi. C'est pour ça que moi, je corrèle quand même pas mal l'arrivée des skins et tout ce qui en a découlé à aujourd'hui le betting, tu vois. Pour moi, c'est une suite qui me paraît logique, en fait, par rapport à comment on est parti à la base. Ouais, après, là, je trouve sur le sujet maintenant, de fait, il y a eu le problème de casino. Alors, je des casinos, il y a quand même beaucoup moins parce que Valve a été très strict sur le Ouais, ils sujet. ont Et aujourd'hui, ouais, si on pas au prend début, les. Ouais, non, au début, clairement, c'était un gros problème. Puis il y a eu des énormes dramas de comptes de créateurs de FaZe, hein, contenu qu'on mis notamment. en avant. Voilà, enfin, FaZe s'est financé sur des casinos e-sportifs. Le lancement de FaZe, c'est ouais, un scam de casino. Ça, c'est vrai. Après, si on prend les deux sites majoritaires, enfin, moi, en tout cas, les deux noms que je connais le plus, que sont Skin Baron et Buff pour les skins, aujourd'hui, c'est juste des skins de skins. C'est-à-dire que c'est pas des sites de. Il n'y a pas de betting oui, oui, non, mais dessus, c'est et il y pour a pas ça. et je crois il n'y a pas de manière de tenter d'upgrade des skins un peu à la manière d'un semi-casino. Bon, il y a d'autres sites qui le Oui, mais font. c'est pour ça que je sais que ça a été régulé par la suite, parce qu'effectivement, maintenant ça l'est. Mais au début, enfin, pour moi, les problèmes se succèdent. Enfin, c'est-à-dire que ça l'était pas au début, et c'était un gros problème au début des casinos, et la suite d'aujourd'hui, c'est le betting. Et pour moi, encore une fois, je suis pas hyper étonné de ça. On a un peu changé de sujet, Coco. Non, mais On est il n'y a plus, pas de souci. Hein. on est plus sur est-ce que les équipes sont responsables, mais d'ailleurs, moi, je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. Dans tous les cas, enfin, même sans le sujet que vous abordez, il y a le fait surtout que, et c'est ce que j'ai dit un peu au milieu de discussion, je m'étouffe, c'est horrible, que OneXBet a surtout un problème de stabilité, j'allais dire, par rapport à d'autres sites de paris ou les sites de skins dont on parlait juste avant. OneXBet a le choix de fonctionner dans plein de pays. Ils ont plein de choses derrière eux, des fondateurs qui sont recherchés par des polices à travers le monde et ou morts, pour certains d'ailleurs. Et en fait, il y a aussi ça surtout sur lequel je pense, c'est que en plus de pouvoir promouvoir le gambling, il y a aussi la possibilité juste que les gens perdent directement leur argent, même on va dire sans jouer, j'allais dire, c'est pas exactement là où je veux en venir, mais je pense que c'est vraiment la version OneXBet est vraiment la version au-dessus de la version max du danger, on va dire, sur le pari sur CS, quoi. C'est un peu ça que je voulais dire. Ah, en fait, je pense que ce qui pourrait fonctionner, ce serait entre guillemets une union des équipes. C'est-à-dire que des équipes pressent ESL de virer OneXBet. Et en soi, enfin, ça pourrait marcher. Après, je pense que les équipes voudraient pas s'emmerder avec ça, mais le fait que l'année prochaine, comment dire, les Louvre Agreement vont être cassés, du coup, enfin pas cassés, mais c'est-à-dire que ils seront beaucoup moins importants vu qu'on aura d'autres organisateurs de tournois et que ESL aura moins sa position demain. ESL va quand même beaucoup perdre en termes de position sur CS, c'est-à-dire que ça, c'était et ce sera probablement toujours Je pense. l'organisateur de tournoi le plus Oui. important. Mais tu pourras te passer des tournois de SL, par exemple, à partir de l'année Oui. prochaine. C'est-à-dire que Si là, cette année, jamais si tu passes les des équipes tournois se de mettent SL, tu d'accord, n'existes pas. Tu n'existes pas dans l'année. Mm. L'année prochaine, tu pourrais, c'est-à-dire que si plusieurs équipes commencent à faire front et se passent des tournois de SL, elles auront d'autres solutions d'aller chercher des tournois Blast, tournois PGL, Thunder Peak, Perfect World et des majors organisés par d'autres, peut-être, qui seront faits. De toute façon, après, le major sera toujours en dehors de ce genre de mmh. giron. Mais on pourrait même croire à une game. Enfin, après, le truc, c'est que, en soi, je pense que les autres organisateurs de tournois sont pas particulièrement plus vertueux que SL. Enfin, un peu quand même, parce que ils sont pas forcément tous possédés par l'Arabie Saoudite. Mais Thunder Peak, il y a quand même des gros soucis derrière. Perfect World aussi. Donc bon, c'est toujours difficile. En fait, la boucle est bouclée. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais au début, c'est que tu disais l'indépendance, et le truc, c'est que enfin, je sais pas si on a des chiffres ou si toi, Coco, tu as pu un peu creuser le sujet, mais on se rend pas compte exactement d'à quel point ESL a besoin de OneXBet aujourd'hui pour survivre et pour organiser son circuit. On ne sait pas ce que représente OneXBet dans le portefeuille de chaque équipe qui est sponsorisée, mais ça interroge quand même plus globalement sur un serpent de mer, en fait, qu'on va d'ailleurs aborder dans la suite de l'émission aussi, enfin du podcast, mais qui a des problèmes structurels économiques, et le fait de devoir dépendre de ce genre de boîte est un problème en soi.
Et est-ce que les équipes aujourd'hui peuvent se passer de ce genre de sponsor et de l'argent facile, hein, pour le dire comme ça? C'est compliqué, tu vois? Parce que est-ce que tu vas faire front si, en faisant front, tu te coules? C'est dur, tu vois? Enfin, c'est de l'interdépendance, et à 2 étages. Pour ESL parce que le circuit enfin, pour les équipes vis-à-vis de ESL parce que, bah, si tu quittes ESL comme l'a dit Diane, c'est compliqué et pour les équipes vis-à-vis de OneXBet parce que, bah, si tu coupes les points à OneXBet, est-ce que tu survis? C'est très difficile, tu vois? Mais enfin, c'est structurel et on sait très bien, les problèmes économiques de l'e-sport, sont sont inhérents au milieu, quoi. Écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en particulier, mais je pense qu'on a plus ou moins discuté, fait le Non, tour là-dessus. non, de mon côté, j'ai rien de Et plus à du dire. coup, on va pouvoir lancer, Diane et Lucas sur vos sujets du coup. Vous allez pour vous lancer parce que vous avez des sujets qui sont, on va dire un peu liés Relié. sur certains sujets. Ouais, c'est ça, on va parler beaucoup, de tiers 2 de RL et de Riot Games, je crois. Je vous écoute, je Ouais. vous laisse commencer. Moi, du coup, je voulais lancer le sujet sur la question du tiers 2, comment Riot Games envisage et gère son tiers 2. En fait, surtout la manière dont les équipes réagissent à ça, parce que récemment, on a eu beaucoup de prises de parole, que ce soit sur LoL ou sur Valorant, d'organisateurs de tournois, de joueurs, managers, même CEO de structure, de dire Riot Games, vous avez besoin d'intervenir pour sauver le tiers 2, pour lui permettre de prospérer, parce que quand on voit les problèmes. Alors en France, sur LoL notamment, la LFL se porte bien, mais la LFL2 était quand même pas loin de pratiquement pas avoir assez d'équipes pour tourner. En Espagne, ils ont retiré la deuxième division. Les ligues Benelux, la ligue Benelux va juste mourir. Et c'est peut-être pas la seule. Euh, Sous réserve d'avoir un OTO. Mais voilà. ouais, C'est peut-être qu'il y aura un voilà, et c'est peut-être pas la seule. C'est-à-dire qu'on a d'autres ligues, la Ligue nordique qui est en très mauvaise posture, la Ligue des Balkans aussi qui n'existe plus. Enfin, c'est-à-dire que on a beaucoup de problèmes. Et sur Valorant, la même chose. On a beaucoup de structures, notamment SO, qui vont s'en aller, je crois, de mémoire. Oui, on a SO SO, et. on a toutes les équipes, en Ligue East, Mm, en Pologne et tout, ouais, ZN Zero Tenacity, qui fait voilà. c'est ça, Zero City. On a Ascend, les premiers champions du monde de Valorant qui sont Mm, partis. Plusieurs clubs comme ça, qui ont littéralement expliqué que du coup c'était, essentiellement parce qu'il n'y a pas de communication de la part de Riot Games, ouais. qu'ils Et en partent et pas fait, pour autre chose. moi, les réactions que j'avais eues vis-à-vis de ces annonces de départ et les demandes à Riot Games de changer de posture, moi, c'était beaucoup d'étonnement, en fait, parce que la posture de Riot Games sur le T2, pour moi, elle est assez claire depuis très longtemps. C'est qu'ils en ont globalement rien à faire. Et que si le tiers 2 tourne bien, ils sont contents. Et si le tiers 2 tourne pas bien, tant pis, mais ça va pas les froisser particulièrement. Même sur Valorant, ouais. ils avaient clairement dit essayez pas de faire brasser de la thune sur le tiers 2, c'est pas le but. Non, l'objectif, Et étant pour Riot de que les gens atteignent le tier 1 et qu'il y ait un tier 2 ou pas, ça ne les intéresse pas. voilà. Il y a toujours des gens Alors, qui monteront, qui iront dessus, quoi. on peut dire que c'est une mauvaise idée, que le tiers 2 source le tiers 1, enfin, le tiers 2 fournit le tiers 1 en plus de hype, de joueurs, etc. et permet que d'un point de vue sportif, les choses aillent mieux, et ça, c'est Mmh. sûrement vrai, mais la vérité, c'est que ça fait des années que Riot Games, ils disent que le tiers 2, c'est nul, et que des équipes investissent des budgets d'1 million par an dans un truc que l'éditeur ne soutient pas. Et donc, moi, la question un peu que je pose, c'est finalement, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas eu. Les équipes se seraient pas un peu inventé un filon en disant parce que c'est Riot Games, ça a forcément bien se passer, parce qu'il y a les exemples des ligues franchisées et du tiers 1 que Riot Games soutient bien. Mais finalement, derrière, se retrouve à voir par l'éditeur qui n'en a rien à faire d'eux parce que Riot Games en a toujours rien eu à faire. Moi, je trouve qu'en fait, c'est une grosse preuve de la naïveté, en réalité, des structures e-sport. Mais moi, je trouve que c'est un problème qui est plus global dans l'e-sport. C'est-à-dire qu'on s'est vu beaucoup plus beau que ce qu'on était d'un point de vue économique. Et on s'est du coup cru capable de faire des choses qu'on n'était pas du tout capable d'assumer, en comptant peut-être effectivement sur des éditeurs qui eux aussi apparaissaient peut-être plus sympas et plus dévoués que ce qu'ils étaient réellement. Mais, mais si, du coup, je peux que être d'accord avec toi. Je pense qu'on s'est les clubs se sont pas mal fourvoyés sur ce qu'ils pouvaient se permettre de faire. Et aujourd'hui, on a un rétropédalage, qu'on va aborder d'ailleurs avec mon sujet, mais euh, et un rééquilibrage parce que les équipes se rendent bien compte que bah, c'est, c'est plus possible.
d'investir ces sommes et de survivre. Mais je pense aussi qu'il y a eu un. Comment dire euh, il y a beaucoup de bonnes, enfin, de gens qui, qui ont vraiment sincèrement cru pouvoir lancer leur projet parce que c'était la vague, parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui se lançaient et qui voulaient pas rater le train. Et ça a été un peu un cercle vicieux parce qu'on a fait miroiter des choses et des retours sur investissement potentiel. Même si je pense que depuis le début, tout le monde est assez lucide sur le fait que c'est très difficile de trouver de la rentabilité dans le milieu. Mais je pense que ouais, il y a aussi ce truc de beaucoup de gens qui ont voulu se lancer d'un coup, sans trop savoir à quoi s'attendre et qui prennent un mur maintenant, tu vois. Et après, la responsabilité de Riot, comme tu dis, je sais pas si Riot a besoin de toi que ça sont tes deux. En tout cas, juste ils n'ont pas besoin. Je- C'est je- plutôt l'idée, c'est qu'ils C'est n'ont pas ça. de quoi? besoin. Riot, juste qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir par eux-mêmes dans le. Ouais, mais Donc soit ils ont confiance aux oui et équipes non, en et fait. aux Enfin, les organisateurs, gens ont soit intérêt ils ont vraiment à juste. intervenir. C'est c'est quand même comme ça que tu pérennises. Enfin, c'est un levier de pérennisation de ton écosystème quand même, d'être sûr que sur différentes strates, il soit bien organisé. Et d'ailleurs, je, je pense qu'il y aura plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles dans les prochaines semaines, prochains mois. Enfin, ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça parce que beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent aussi. Mais disons que il y a peut-être de nouvelles orientations qui seront prometteuses pour certaines ligues, en gros. Je pense. Des décisions fortes, alors qu'ils ne sont pas forcément celles de Riot. Enfin, Riot est forcément concerté, mais ça peut aussi être les TO qui donnent différentes visions à leur ligue, notamment dans le tier 2. Mais je pense ouais, je pense qu'il y a quand même des choses qui iront dans le bon sens, avec ou sans Riot. Enfin, avec une implication à un degré que je ne saurais juger de Riot. Mais enfin, voilà. Mais effectivement, Dan, je suis d'accord avec toi, les équipes se sont fourvoyées à la base, quoi. Ouais, moi je pense que c'est vraiment surtout ce lien avec l'idée, c'est Riot Games, ça va forcément bien se passer, quoi. C'est-à-dire que je pense auprès des équipes, Riot Games ont quand même une bonne réputation, vu ce qu'ils ont fait de leur e-sport. Mais derrière, bah, en fait, à part la LFL, je trouve que la LFL est vraiment la première ligue qui a compris de cette manière qu'elle devait se développer en tant que telle, et c'est pour ça que c'est la ligue qui se porte le mieux pour moi. Alors, il y a le côté également structurel, l'année 2021, Carmine Corp, où il y a Carmine, Vita, Solari, et surtout BDS, hein, parce que c'est BDS qui quand même fait exploser la ligue en termes de budget et de statut. Mais au-delà de ça, il y a le fait que la LFL s'est très vite développée comme un produit à part. C'est du League of Legends, mais c'est du League of Legends français et ça a sa spécificité. Je dirais que la Prime League est un peu en train de le faire aussi, avec un peu de retard, mais c'est mieux, parce que mine de rien, la Prime League, c'est une ligue qui s'est quand même pas trop cassé la gueule cette année par rapport aux années précédentes. Alors, ils partaient de moins loin que l'Espagne, notamment, mais eux, au moins, ils se cassent pas trop la gueule, que ce soit en termes de. Alors, il y a Mouse qui s'en va, mais de toute façon, Mouse downsize à peu près généralement depuis l'année dernière. Mais à part ça, au niveau des structures qui sont dedans, c'est plutôt satisfaisant. Et surtout au niveau du viewership et du niveau sportif, c'est une ligue qui se maintient. Mais l'Espagne, c'est un vrai désastre. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que l'Espagne, La Prime League, la Prime League n'est pas dans des si bonnes conditions que ça, pour le dire comme ça. Je ne peux pas en dire trop, mais je peux quand même dire qu'on aura quelque chose qui va l'expliquer en long et en large et en travers assez rapidement. La Prime League fait partie de ces ligues qui sont en difficulté au même titre que la LVP. ok, Parce qu'il y a eu Schalke aussi en début d'année. Il y a eu l'Eintracht de Spando, qui est en plus une équipe d'influenceurs, qui a décidé de faire une équipe de streamers. Et c'est les symptômes d'une ligue qui ne va pas si bien que ça, et on pourra vous le confirmer avec plus de détails assez prochainement. ouais, peut-être NNO qui s'en va aussi. Parce que je sais qu'NNO Euh, vire des rosters, notamment leur roster féminin. Et peut-être que pour eux, c'était trop gros d'aller en Prime League. En tout cas, de l'extérieur, bon, du coup, tu me. Rien. Tu me contredis, mais ouais, c'est vrai que de l'extérieur, j'ai l'impression que la Prime League, ça allait. Parce que d'un point de vue sportif, ça tenait de la baraque. Alors que ouais, effectivement, c'était fort. l'Espagne, il y avait vraiment Heretics. Et le reste, ça n'existait pas, quoi. Mais surtout, quand on voit les structures le bottom 5 de l'Espagne cette année, ça faisait peur, quoi, en RL. Donc, c'était surtout ce sujet-là que j'avais. Et qu'il y avait quand même un turnover d'orga qui était très, très violent. C'est-à-dire que, mine de rien. Le départ de Bison, ça fait mal. Et le fait que chaque année, il y ait quasiment 4 ou 5 orgas qui s'en allaient. Vraiment. Ouais.
Moi, je trouve que la LVP, c'est un peu un paradoxe cette année, hein, si je peux un peu digresser, c'est-à-dire que ils vont plus avoir de T2, ça va passer direct au T3, mais je trouve que la ligue va être très compétitive l'an prochain. La off-season est très prometteuse, je trouve, ou en tout cas les top teams. Bah, en fait, Donc, ouais, je trouve que c'est un peu un paradoxe. ils nivellent par le haut. Mais C'est-à-dire qu'ils vont complètement tuer ouais, comment dire, alors du coup, le milieu du T2, c'est-à-dire en gros, ouais, tout ce qui est l'équivalent français de la LFL2. Mais je pense que c'est une direction qui va commencer à être prise. C'est-à-dire que on va finalement faire comme Riot Games a fait à l'échelle internationale, mais à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on va favoriser uniquement les très gros nationaux avec des formats qui vont faire que c'est quasiment impossible qu'ils descendent et qu'ils perdent sur investissement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de franchise, mais ce sera quasiment tout comme. mm, C'est-à-dire que la probabilité maintenant qu'une équipe monte d'une deuxième division, quand on voit à quel point la deuxième division va être aussi peu attractive pour les structures, parce qu'en termes de viewership, c'est catastrophique, ben, on va se retrouver avec des équipes de Div 1 qui vont probablement jamais bouger, sauf si elles décident de partir. C'est-à-dire que là, cette année, on a le cas de ici Japon qui prend la place d'Aegis, mais on était sur la dernière année probablement où la Div 2 pouvait rester à peu près attractive d'un point de vue vue, parce que c'était sur OTP et parce que c'était pas en concurrence avec d'autres jours de compétition. oui, d'ailleurs, enfin, en vrai, ça rentre. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais c'est un point qui rentre aussi totalement dans le sujet. C'est-à-dire que la Div 2, il va y avoir des vrais problèmes en France pour la diffuser l'an prochain, avec le passage à 3 splits, voulu par Riot, parce que la Div 2, comme vous le savez, mais était diffusée mardi, vendredi, et le passage à 3 splits va réorganiser un peu les calendriers, en ERL, je veux dire, va réorganiser tous les calendriers. Et le risque pour la Div 2 est de se retrouver déporté le week-end sur les jours où joue la LCK notamment. Je sais, la LPL aussi, je crois, mais je suis moins certain, je sais plus. Mais enfin, du coup, voilà, il va y avoir une forme d'invisibilisation de la Div 2, effectivement, qui va du coup perdre énormément d'attractivité. Je crois que dans l'article de JP Sport, on disait justement que OTP n'était pas certain de conserver le casque, mais je suis là, il faudrait retourner l'article, mais enfin voilà, il y a effectivement des signaux qui sont pas bons quoi pour le. Bah, du coup, c'est le tiers 3, mais pardon. Mais oui, oui, ça contribue effectivement à ce que tu disais, Diane, aussi encore une fois que Riot, a priori, va peut-être faire des gestes pour les ERL1, mais les ERL2, c'est très très compliqué, ça c'est clair. Je sais pas, Ouais. est-ce que pour vous, c'est un aveu un peu de Riot aussi, d'avoir voulu tenter de séparer tout le monde et de faire marche arrière comme ça? On a l'exemple notamment sur Valorant cette année, avec du coup, sur les premières années des ERL, on va dire sur Valorant, les VCL, les Challenger League, Mmh. où l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont été split en 3 après la première année. Et finalement, au bout d'un an, au bout de 2 ans, Riot s'est dit: «Bah, en fait, finalement, très mauvaise idée, on va remettre tout le monde ensemble». Et disparition des équipes portugaises parce que SO est parti, donc il ne reste plus d'équipe portugaise. Et Riot a failli la mettre à l'envers d'ailleurs aux joueurs de SO parce que, bref, ils ont fait n'importe quoi. On a failli ne pas avoir d'équipe portugaise, même en dehors des clubs, ne pas avoir d'équipe portugaise tout court. Et du côté de l'Italie, je crois qu'il y a une équipe ou deux qui font le switch, mais du coup, ça sera la Ligue espagnole, quoi, globalement. Et est-ce que pour vous, c'est pas un peu un avis de faiblesse de Riot de se dire, ben, en fait, on a voulu vraiment professionnaliser au maximum, on a Je trouve essayé que de le produit, s'investir et. Valorant est Hmm. ouais, je trouve que le produit Valorant, moi, est globalement, un peu surévalué dans le tier 2, je veux dire. Je trouve que Riot fait de choses qui sont vraiment très intéressantes sur le tier 1 et je trouve que le tier 1 est enfin prospère et est dans une bonne direction, mais par contre tout le tier 2 de Valorant, notamment en EMEA, est globalement, catastrophique. Alors c'est pas que de la faute de Riot, hein. Toi-même tu sais Corentin que les problèmes ne sont pas que liés à Non. l'éditeur, mais mais globalement, ouais, jusqu'ici, je trouve que la formule, est difficile la bonne formule est difficile à trouver et ça m'étonne pas trop qu'ils aient regroupé les 3 pays comme tu dis pour faire de l'économie d'échelle, pour donner un peu d'attractivité aussi et et puis pour donner peut-être un peu de valeur aussi à ce tournoi Ascension et que l'équipe qui monte en VCT IMIA, soit et les autres VCT pour les autres régions éventuellement, soit une équipe compétitive. Parce qu'effectivement, en fait, c'est le même problème que pour les IMIA Masters sur LoL, c'est-à-dire que, si tu donnes des seeds dans ce tournoi Ascension, comme tu donnes des seeds, aux IMIA Masters au Main Event pour les champions des ERL mineurs comme ils voulaient faire, comme Riot voulait faire avec les IMIA Summer 2024,
tu nivelles vraiment par le bas en termes de compétitivité et du coup, tu dévalues ton produit, quoi. Donc moi, ça m'étonne pas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons et je pense que c'est logique. Après, c'est sûr que pour créer des storylines dans les pays, compliqué. Et encore une fois, en France, on est plutôt bien outils, malgré les problèmes structurels qu'il peut y avoir sur la vaisselle France. Mais ça, Ouais, est-ce que c'est Riot qui a raté son coup du coup de vouloir séparer tout le monde et peut-être de se dire que ben en fait si on fait vraiment une ligue par pays ou par sous-région, on va dire, ça va vraiment beaucoup plus le booster, plus intéresser les gens peut-être? bah, le Peut-être que problème c'est de là faire où Riot ça, veut c'est en venir que ça tue les petits, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que si tu mets Espagne, Portugal, Italie, bon bah ça va être Espagne, quoi. Globalement, c'est et c'est le même problème si par exemple tu voulais faire un truc du type France Benelux, exactement comme il y a. C'est-à-dire que France Benelux, ça va être Oui. France, quoi. Donc, c'est France et il y allez a pas peut-être de il une y a pas équipe de club belge. au-dessus en tout cas. C'est avec un peu de chance peut-être un petit club belge ou néerlandais qui se perd là-dedans, mais bon, si Liquid veut se ramener faire une équipe en académie à la limite. Mais c'est ce qui... Ouais, mais en moi, même temps, tu vois, ça permet de survivre. Ça leur permet de survivre aussi, tu vois. ouais, C'est vrai que ça visibilise les deux autres au profit d'Espagne. En même temps, ça te garantit que les équipes italiennes et portugaises aient une place et une ou plusieurs places dans un tiers 1 enfin dans un tiers 2 du coup du circuit VCL. Ce qui n'était pas garanti, comme disait Coco, si on gardait les VCL après, indépendants. Après, moi, ce qui m'avait d'autant plus étonné avec ce choix de séparer on va dire, les ligues européennes sur Valorant, c'est que sur LoL, ils ont fait l'inverse il y a 2 ans, en fait. C'est-à-dire que au début, si on prend les premiers The U-Master, on a une ligue, la ligue des Nordiques est séparée, c'est-à-dire qu'on a le Grande-Bretagne, Irlande et les pays nordiques qui sont pas dans la même ligue. On a toujours encore la ligue des Balkans qui n'a pas encore été merge. On a Chypre, ah non, Chypre a passé en URL, pardon. Chypre, c'était avec la Grèce, mais on avait déjà 2 merges qui n'avaient pas été faits. Et je crois qu'il y en avait encore d'autres là que j'ai plus en tête. Mais on avait beaucoup plus de RL au début des EUM que vers la fin. Et en fait, à partir de 2022, Riot Games, ils avaient commencé à accepter le fait que il fallait merge des ERL. Et derrière, le fait qu'ils le fassent pas sur Valorant, je trouve que c'est quand même un truc assez étonnant. C'est-à-dire que sur LoL, ça a prouvé que ça pouvait à peu près marcher dans le sens où ça a permis à l'Ultraliga d'avoir l'air à peu près relevant 2 ans de plus. Et pour les ligues nordiques, a fait croire que ça pouvait un peu les sauver, mais pareil, ça a duré que très peu de temps. Mais en réalité, enfin, je trouve ça assez étrange que justement Red Games soit allé dans 2 directions différentes pour rien. En fait, c'est-à-dire sur LoL, ils sont allés dans une direction, sur Valorant, ils sont allés dans une autre. Et dans les 2 cas, ça n'a pas marché parce qu'en fait, le problème, il est complètement différent. C'est-à-dire que on voit bien l'Ultraliga sur LoL aujourd'hui, c'est une des ligues qui a le plus de pays. Et c'est une ligue qui est en train de crever, l'Ultraliga, alors qu'ils ont plein de pays. Et de même pour la NLC, qui a toute la Scandinavie, la Finlande et la Grande-Bretagne, Irlande, et qui, depuis 3 ans, se casse complètement la gueule, alors même que le Danemark, la Norvège et la Suède sont des pays avec beaucoup de joueurs, notamment le Danemark, et même la Pologne, qui est un très gros pays de joueurs aussi. Donc je trouve que cette logique de merge, en fait, elle sauve personne. Elle ne permet que de conforter la place de ceux qui arrivent à peu près à se maintenir, mais elle ne sauvera personne. C'est-à-dire que s'il y a un problème structurel qui précède, ça ne changera pas ça. Mais après du coup, la question c'est est-ce que c'est pas à Riot d'assumer ses choix finalement? Et j'ai envie de dire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être, ce manque-là et je pense que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que Riot ne veut pas vexer les gens et du coup, juste, ils abandonnent leur projet, en fait. En League East, notamment sur Valorant, il y a plus de TO, les équipes n'ont plus de communication que Riot. Riot juste a quitté le territoire, on dirait. Et comme l'Ultraliga, c'est-à-dire qu'on a, tous les pays de l'Est, quasiment jusqu'à la Turquie et on Jusqu'à la a, Mongolie. oui, jusqu'à la L'Ultraliga, Mongolie c'est pour la techniquement. Mongolie, genre. C'est ridicule. Et est-ce que c'est pas Riot de dire au bout d'un moment, publiquement, ça nous intéresse plus de promouvoir, ça comme on faisait avant, d'aider autant. Par contre, si on veut bien soutenir, une ligue entre guillemets, le minimum, mais, on soutient plus d'équipes. Donc en gros, est-ce que c'est pas Riot de prendre son courage et d'expliquer bien ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit qu'ils aient, un T2 globalement compétitif, donc qui ressort tout le monde. Je sais pas, enfin, je sais pas comment dire ça exactement, mais en finalité, est-ce que c'est pas Riot d'expliquer le projet global Mmh. et de mettre un terme à soit les gens qui attendent de l'aide, soit ceux qui n'attendent pas et d'expliquer quand là où ils veulent aller finalement, en fait? Ouais, après, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en vrai. Enfin, tu peux pas dire que qu'ils veulent
un circuit compétitif dans le T2 en disant on se retire. Enfin, en gros, c'est ça, genre. S'ils assument le fait de se retirer, il faut qu'ils acceptent le fait que les circuits qu'ils vont délaisser seront moins compétitifs. Parce que s'ils le placent comme une exigence, enfin, ils n'ont aucune légitimité à le faire, vu qu'ils seront plus eux-mêmes investis. Donc, après, je sais pas si Riot veut un T2 compétitif aussi. Enfin, c'est ça Non, aussi, tu vois. je pense qu'ils veulent le moins ils dépensent, le plus contents ils sont, je pense. Et l'autre aussi, c'est que il y a une des solutions, si tout le T2 se cassait la gueule, mais absolument tout, là je parle surtout de LoL, parce que sur Valorant, pour le coup, c'est le cas, mais sur LoL, si absolument tout se cassait la gueule, Riot Games pourrait décider de tout péter et de dire on fait un circuit ouvert, vous faites des tournois tous les mois et à la fin de l'année on fait un tournoi. Parce que le problème c'est qu'il y a la LFL au milieu et que tu peux pas juste envoyer un doigt d'honneur à la LFL, aux grosses équipes de Prime League et d'Espagne, parce que si tu fais ça, bon, c'est une décision qui serait complètement désastreuse pour les ligues existantes. Donc j'ai envie de dire, Riot Games, enfin, ça va peut-être un peu composé de dire ça, mais j'aurais presque envie que toutes les ligues se cassent la gueule pour qu'ils puissent derrière avoir la parfaite justification pour tout essorer, pour foutre un circuit ouvert où ils vont avoir besoin d'absolument rien faire. Un pauvre tournoi en fin d'année où ils mettent 100 000 euros de cash prize et puis voilà. Mais là, le problème, c'est que du coup, ils se retrouvent dans une situation un peu hybride où bah, y a des ligues qui marchent, il y a des équipes qui sont quand même contentes d'être là, mais bah, la majorité se casse la gueule, quoi. Après, t'as pas trop intérêt à faire ça sur du long terme parce que tu détruis la compétitivité de ton circuit, surtout à côté d'un. Enfin, en fait, si pour eux, le produit, il ne pourrait être. Enfin, le produit final du League of Legends compétitif, il est abouti si au final, tu as au moins 4 régions qui sont compétitives au moins des événements internationaux. Et ça part de. Bah, on le sait très bien. Enfin, la volonté de Riot sur les dernières années a été de promouvoir les ERL pour avoir une LEC plus compétitive. Un LEC plus compétitif, pardon. Et, on regarde aujourd'hui pas mal du côté des LCK, de leur structuration avec les challengers, les académiques et tout, parce qu'on se dit, putain, mais leur modèle est trop bien, et c'est comme ça que la LCK continue de dominer. Et en fait, si tu tues les ERL aujourd'hui, tu t'arrêtes un projet qui est en cours, qui pour l'instant n'a pas porté ses fruits, de vouloir faire remonter le LEC, enfin, de vouloir élever le LEC au niveau de LCK et de la LPL. Mais en vrai, tu tues ton projet, et à long terme, tu tues la compétitivité que tu auras envie de créer pour les storylines sur le plus haut échelon compétitif de League of Legends. Donc je refuse de croire que l'objectif de Riot est de détruire les CRL, parce que franchement, ils se retrouveraient avec la situation actuelle à l'échelon international, mais en encore pire, à savoir deux blocs LPL, LCK, qui roulent encore plus sur tout le monde, parce que les talents occidentaux se sont jamais développés. Mais je crois qu'ils seraient pas forcément mécontents de faire ça. Parce qu'en fait, si on peut même être un peu mauvaise langue, l'Amérique du Nord, la région académique d'Amérique du Nord a jamais été autant aux abois et ça fait 2 années qu'ils perfent le mieux qu'ils ont jamais fait en event inter. Moi, Ah je pense oui, que c'est si vrai, Real c'est vrai. Games ils se retrouvent avec un écosystème où la Corée et la Chine dominent et où les équipes européennes et nord-américaines prennent 2 ou 3 Coréens par roster, moi, je pense que Real Games, ils s'en fichent. Hein. Ils sont très contents. C'est-à-dire que s'il y a 2 ligues qui fournissent des talents pour tout le monde, ça va faire comme l'Overwatch League. Tout le monde va avoir des Coréens et c'est très bien. Hein. Ouais, ouais, c'est Et, vrai. et parce que l'Overwatch League, le problème, ça n'a jamais été qu'il y ait que des Coréens dans la ligue. Et c'était bien d'autres soucis. Et je pense que Riot Games, eux, en soi, la compétitivité, la compétitivité du LEC, je pense qu'ils en ont toujours rien eu à faire. Hein. C'est-à-dire que globalement, eux, ils savent que la LCK et la LPL vont faire leur truc de leur côté parce que c'est les ligues dans lesquelles ils ont moins d'ingérence. Pour moi, le LEC et les LCS, ce qu'ils veulent, c'est faire des économies dessus. C'est-à-dire, il faut des structures, des grosses structures, il faut un minimum de niveau, mais si les talents régionaux, c'est le coréen que tu as ramené à 18 ans, ça leur va très bien. Hein. Moi, je pense pas que ce soit un problème particulier. Et puis, de toute façon, avec l'environnement solo queue, il y aura toujours des joueurs qui arriveront à percer, à être des cracks un peu. C'est-à-dire que l'environnement solo queue européen, il se porte très bien. Et je pense que c'est pas un circuit pro qui serait moins bon ne changerait pas grand chose à ça, à mon avis. Ouais, mais du coup, alors sur la première partie, c'est difficile d'évaluer ce que veut faire Riot, effectivement. J'ose espérer qu'ils ont en tête quand même de pérenniser les 4 blocs et même d'inclure avec le merge de la région Pacifique éventuellement un 5e bloc plus compétitif, j'espère.
et qu'ils veulent pas aller dans la direction d'une LCK, LPL, d'une suprématie sur les deux prochaines décennies, quoi, parce que ce serait giga triste pour tout le monde, je pense. Et j'ai oublié sur le deuxième point. Tu disais quoi? Ah oui, sur la solo queue. Oui. Oui, effectivement, la solo queue est compétitive en Europe, mais enfin, encore une fois, les LCKCL, les LCKS et tout ont prouvé qu'un environnement compétitif à plusieurs strates était quand même. Enfin, ont prouvé, je sais pas, parce que depuis le début, de toute façon, les LCK gagnent tout, mais ce sont a priori des choix qui sont plus cohérent pour développer un écosystème compétitif. Et entre une LCKCL, une LCKS et une solo queue européenne qui fonctionne bien, je pense qu'il n'y a pas photo, tu vois. Bah oui, mais du coup, Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. qu'est-ce que tu renvoies comme image quand t'es Riot Games et que sur Valorant, où tu jamais eu le temps de développer autant que League of Legends parce qu'il est pas aussi vieux le jeu, Ouais. que le T3 ou même le T2, je pense probablement dans le futur, soit remplacé par du format in-game. Est-ce que c'est pas juste la suite de la solo queue Mm. et Riot qui dit que c'est la meilleure stratégie pour eux, la plus simple de continuer à aider des personnes à percer, on va dire, c'est de faire un environnement plus compétitif directement dans le jeu et que du coup, il y ait pas besoin de s'investir sur des ligues ou des choses comme ça. Ah, Valo, ouais, Valo, c'est compliqué le tier 2, hein. De toute façon, on sait. Moi, j'ai du mal à voir comment tu peux compter sur des cracks de solo queue, que ce soit sur Valo ou sur LoL, pour te créer des équipes XXL, tu vois. Enfin, on sait très bien que c'est trop différent. On sait très bien que des monstres mécaniques sont pas forcément des giga bons teammates. Je vois pas comment cette stratégie peut fonctionner. Parce que là, Ça du me coup, semble tellement Ouais, impossible que ça fonctionne, quoi. après, si on prend l'exemple de CS, par exemple, il y a des bugs qui sont juste des fraggers sur Faceit et ils arrivent dans le jeu et c'est les meilleurs joueurs du monde en un tournoi, genre. C'est-à-dire que. Ouais, ouais. Oui, c'est Après, vrai. CS, c'est Ouais, il y a un un jeu jeu. où il y a. Ouais, ça, mais tu prends les exemples de Donkemon ici, mais Zivo, c'est la même chose. Zivo, il arrive et c'est le top Ouais, 5 joueur monde à son premier tournoi, genre. Euh, c'est- ouais. Ouais. Après, combien t'as de cracks de Faceit qui perdent jamais? C'est ça qu'il faut regarder, tu vois. Ouais, mais non, pas tant que Parce que ça, là, en on prend. vrai. Pas tant que ça, en vrai. La plupart, Ouais, quand t'es très bon sur Faceit, généralement, tu finis toujours par avoir des chances d'équipe. Après, il y a des très bons joueurs sur Faceit qui arrivent et qui se retrouvent à faire des mauvaises perfs en tournoi parce que c'est pas des joueurs de LAN, etc. Mais après, ouais. CS a beau avoir un T2 absolument abominable, il se renouvelle. Alors, peut-être que la nature du Ouais, ouais, jeu ou les impacts individuels sont plus élevés que sur LoL fait que il Mhm. y a moins ce besoin du T2 pour développer l'esprit d'équipe et la manière dont les joueurs se forment dans un 5. Mais moi, quand je vois par exemple comment a fait Sclumonde, où il est passé de l'Open Tour à la LFL direct, on sent que ça a été forcément un problème. Même la manière dont je vois Calis, c'est-à-dire que Calis a monté en LFL, il sort d'un split de Div 2 moyen bon, où il s'est quand même Ouais, fait pas mal secouer par les autres ADC de la ligue. Il arrive chez Carmine, il est entouré par des joueurs qui l'ont formé et c'était le meilleur ADC des ERL en 3 mois. Alors que son split en ouais, Div 2, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. il galérait contre Vespa et Mathias. Enfin, c'est-à-dire que l'année d'après, Mathias, il le gapait tout le temps. Donc, Qui étaient les deux possibilités de termine, je crois, à l'époque, c'est d'ailleurs, ça. au Summer. Donc, Non, mais oui, oui. Ouais, effectivement. Bah, peut-être que je suis dans une illusion de croire que construire en équipe est vraiment trop différent que de se construire en solo queue. Peut-être que pour les FPS, d'ailleurs, c'est différent. T'as aussi raison sur ce point-là. Parce que, effectivement, la performance individuelle clutch encore plus que sur du MOBA. Et donc, peut-être que c'est une voie à étudier pour Valo. Euh, Après, je trouve que le message, je trouve que le message derrière, il est un peu. Je le trouve pas ouf, tu vois. Genre, je préfère dire qu'on se construit un esprit d'équipe, qu'on construit un joueur en le formant dans une équipe, que de croire qu'il y aura tout le temps des pépites qui vont émerger, qui vont te permettre d'être fort à l'inter, parce que tu as une solo queue qui fonctionne bien. Je trouve qu'en fait, c'est un peu coin flip de se dire, ok, il y aura des talents, il y aura que des cracks, on n'en aura rien à faire de les encadrer dans le tier 2 et on les enverra juste au charbon sur le tier 1. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, tant pis, tu vois. Mais Et, oui, effectivement, il y a des contre-exemples. Il y a Scumond, il y a Caliste, et et il y a tous les gars sur CS. je vous coupe dans ce truc-là pour aller quand même sur la question de Lucas, parce que le temps file. Et je voulais du coup parler du salary cap, et est-ce que du coup, c'est pas une réponse, entre guillemets, au fait que
qu'il faut, ce que disait Diane au début, que les équipes arrêtent d'investir de travers, on va dire, dans les URL, de mettre un salary cap et de les obliger à se, à se confiner dans des règles précises. Ouais, après moi le Ouais. salary cap, j'ai plusieurs interrogations dessus. Déjà, il prend en compte que le salaire, donc c'est-à-dire que par rapport aux frais, que ce soit frais de bootcamp notamment, ça prend pas ça en compte. Le salary cap, c'est que les joueurs, je crois aussi? Ou peut-être qu'il y a un staff Ouais, ou 2 qui alors, sont inclus dedans? Et enfin, dernière interrogation, ensuite je te laisse, dire, Lucas. Est-ce que c'est uniquement le salaire régulier ou est-ce que ça prend en compte les primes? ok. Oui, alors là-dessus, juste, qui justifie d'en parler quand même, c'est qu'il y a eu un salary cap pour le mercato en LFL cette saison, cette off-season. Je dis il y a eu parce que c'était un gentleman agreement, c'est pas dans les textes. Euh, toujours selon Chibi Sport d'ailleurs, selon Hulu. Euh, Oui, c'est les équipes qui sont mis qui d'accord concerne effectivement sur la apparemment gestion de ça. que. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? C'est les équipes qui se sont mis d'accord pour gérer ça entre elles et se dire que Ouais, c'est ça. 250 000, du coup, parce que c'est le chiffre qui a été donné par Brieux, du coup, 250 000, c'est le chiffre par an et par équipe. Par équipe pour 5 joueurs, comme tu disais, Diane, hors prime et tout, je pense. Après, on n'a pas le détail. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que c'est pas inscrit dans les textes, je pense que c'est à peu près sûr que c'est hors prime, tu vois, vu que c'est un gentleman agreement. Ouais. À la base, c'était 300 000, c'était trop haut comme salary cap. Ça, en fait, avec 300 000, ça aurait impacté quasiment personne. Déjà qu'avec 250 000, ça impacte pas grand monde, surtout BDSA, en fait. C'est dit dans l'article. Et sur les bootcamps, bah ouais, justement, en fait, la principale conséquence de ça, c'est que pour faire venir tes joueurs, pour les attirer, tu as d'autres leviers du coup. Mm. Et notamment bah, les infrastructures, notamment la promesse des bootcamps, notamment bah, la visibilité de ton équipe aussi, la popularité, qui à mon avis va encore plus primer qu'avant. Parce qu'en fait, jusqu'ici, il y avait quand même que, je dirais, deux leviers essentiels pour convaincre un joueur, c'était le salaire et la compétitivité du roster. Aujourd'hui, le salaire, Voilà, la bah, popularité aussi quand même, hein. On est clairement bah, encore je sais pas, compétitif. tu vois, justement, moi, quand j'avais travaillé sur le sujet, j'avais quand même pas mal parlé à des joueurs euh, qui me disaient, et franchement, c'était alors, la Carmine encore à son prime, mais c'était vraiment au moment où la Carmine a explosé, tu vois. Et je leur ai régulièrement demandé à pas mal de joueurs si l'impact de la visibilité que ça va avoir à jouer sur les négos. Et rarement, tu vois, c'est souvent un plus, enfin, c'est tout le temps un plus, mais c'est rarement le C'est pas vecteur qui va te faire. déterminant. Ouais, donc en gros, sans les 2 autres, ça veut Bah, rien dire, quoi. de quoi? Ouais, c'est ça. Mais après, c'est sans doute pas une vérité générale, mais moi, c'est les joueurs à qui j'ai échangé, on m'a toujours dit que c'était cool, mais c'était pas mandatory, tu vois. Après, mais par contre, je pense que maintenant, ça va le devenir parce qu'en plus, il y a toute une. Alors, les clubs capitalisent pas forcément tant dessus que ça, notamment Arthur Vertico en parle beaucoup, mais c'est une vraie. C'est c'est un, c'est une ligne de fou sur le CV, et c'est surtout un accélérateur de carrière de malade, en fait. Parce que tu prends des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, tu es mis en avant tout le temps dans ces équipes-là, notamment chez AKC pour le coup. Mais enfin, voilà, du coup, je pense que les équipes d'influenceurs vont tout intérêt à encore plus capitaliser sur leur image à l'avenir pour attirer leurs joueurs. Euh, Puisque maintenant les salaires vont être moins qu'avant en paramètre déterminant. Et d'ailleurs, ça a permis pendant ce mercato de faire des bons coups pour certaines équipes que cette question du salary cap a été instaurée. Et ça permet de. On avait peur que ça nivelle par le bas. Je trouve qu'au final, ça a normalisé et plutôt pour le bon, pour la prochaine LFL. Mais du coup, est-ce que c'est pas Ouais, le fait que ça fonctionne bien parce que c'est les équipes qui l'ont provoqué et pas Riot Games qui est plus externe que les équipes et qui a pas le nez dans tous les chiffres est-ce que c'est pas De toute ça? façon, je pense que le salary cap, c'est un truc, enfin, c'est un outil qui était un peu plébiscité par tout le monde, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui était contre. Je pense que tout le monde en avait un peu besoin, notamment pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour revenir un peu sur Terre. Donc, je pense que ça soulage un peu tout le monde, en vrai, pour rester compétitif. Hein, on rappelle quand même que c'est ça le double enjeu du salary cap, c'est de garantir une certaine forme d'équité entre les équipes et de préserver la santé économique d'une ligue. Donc, ouais,
Donc oui, je pense que c'est très bien que ce soit une des équipes, mais je pense que de toute façon, tout le monde était tout le monde était pour ça. Et la LFL n'est pas du tout la première ligue à mettre ça en place. Je sais pas à quel point Riot était investi dans la mise en place des précédents salary cap, commencé par la LPL, puis LCK et LEC l'année dernière. Mais, euh, mais oui, sans doute que le fait que c'est une des équipes est encore mieux, quoi. Ouais. Moi, du coup, la question que je posais, c'était pour le moment, du coup, on est sur une sorte de verbal agreement entre les équipes. Mais si, par exemple, enfin, moi, je veux dire, la France, là, on va parler un peu de légal, mais c'est-à-dire que la France et d'autres pays sont dans l'espace Schengen. Est-ce que des salary cap comme ça, c'est juste légal dans l'Union européenne? Bah justement, tu mets le doigt au bon endroit parce que C'est. alors, si c'est resté un gentleman agreement, c'est parce que, à ma connaissance, il y avait des problèmes pour le formaliser Hmm. légalement, tu vois. Et parce qu'en fait, mais du Et coup, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe qui dit, bah finalement, moi, j'en ai rien à foutre, je vais mettre double le budget, comme ça, je vais pouvoir choisir mes joueurs avant tout le monde. Bah, ouais, tout à fait. ça va comment briser le truc, et donc ça va annihiler l'intérêt du salary cap. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le salary cap, il est là par nécessité. Mais mettons qu'on Ouais. se retrouve dans des équipes sont dans un scénario où elles ont aucun besoin de retour sur investissement parce que les renflouements sont énormes de toute façon et que c'est une équipe. Alors, soit c'est un projet passion ou soit c'est un projet soit passion, soit blanchiment. Choisissez votre poison. Mais globalement, si une équipe aujourd'hui arrive en LFL et dit bah moi je m'en fiche, je vais payer tous mes joueurs 100K annuels et avec des primes de fou, je vais leur filer des Lamborghini et je n'ai rien à faire de vos accords verbaux. Genre. Bah en fait, Ouais, après c'est. le truc, c'est que tu négocies un salary cap et un dispositif dans une réalité à l'instant T, tu vois. Mm. Genre aujourd'hui, toutes les équipes ont besoin de ça, en fait. Et effectivement, si un jour, tu as 3 oligarques qui décident de monter leur propre structure et qu'on n'a rien à faire et qui veulent juste tout gagner, Mm. si un jour cette vérité arrive, et ben peut-être d'autres outils, les outils vont évoluer, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, si le salary cap a été mis en place de cette manière-là, par un verbal agreement, c'est parce que c'était possible de le faire et parce que ça arrangeait tout le monde. Ouais. Mais le jour où ça arrangera plus tout le monde, il y aura Et forcément des négos pour que ça soit plus pareil, quoi. je pense que ce qui tient debout le salary cap, c'est le fait qu'on est sur du tier 2. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait. Enfin, ça semble assez peu probable qu'une équipe qui puisse être open bar arrive dans cet écosystème-là. Et moi, c'est pour ça que ça m'interroge sur sa pertinence dans d'autres ligues. Parce qu'en réalité, Bah, après, si tu veux aller dépenser des millions dans du tier 2, bon, globalement, tu vas quand même te retrouver à être stock au tier 2. Alors que si tu dépenses des millions en LEC ou en LPL, bah, tu te retrouves à gagner les Worlds, en fait. Et donc, tu as un intérêt sportif à vouloir mais, ignorer le mais- salary mais- cap. Alors après, en Chine, le salary cap, visiblement, peut être légal. Mais si le LEC, par exemple, veut en mais mettre un, bah, qu'est-ce qui empêche, encore une fois, l'équipe d'oligarques il y en a il y en a un, c'est un. Il y en a un au LEC? Il y en avait un. Ouais, il y en avait un dans l'année qui était à, je crois, de tête 2 millions pour le roster, Ok. qui va être baissé apparemment cette année. Oui, 2 millions, d'accord. Et, il y en avait un aussi on parle en année, hein, 2 millions par an, Ouais. 250 pas par an. Je sais pas si on l'avait dit tout à l'heure. Et en LCK LPL, la LPL était précurseur, hein, depuis 2020 et la LCK l'a instauré en même temps que le LEC en fait l'an dernier. euh, mais pour justement ce besoin de. Parce que tout le monde partage ce besoin d'éviter de ralentir la course à l'armement Ouais. et d'être un peu plus lucide sur la réalité de ce qu'est le milieu en termes économiques aujourd'hui, tu vois. Jusqu'au jour où il y a Falcons, Et par exemple, qui ouais, eux. bah ils sont Voilà. assujettis à. C'est-à-dire que si Falcons Ils sont arrivent, assujettis. eux, de toute façon, ils sont pas là pour Ouais. être rentables. Ils le seront jamais, ils s'en fichent. Ils sont là pour du soft power. Donc tout est bon pour acheter du soft power. Et c'est peut-être d'ailleurs une réaction anticipée à l'arrivée des équipes MENA dans le tier 1 en League of Legends, tu vois. De se dire, ok, on fixe toutes des règles pour éviter de se faire happer par les pétrodollars et parce qu'on sait très bien que les équipes, enfin, en l'occurrence, la stratégie agressive de l'Arabie Saoudite actuellement pourrait totalement déstabiliser la compétitivité pardon, du secteur. Et peut-être qu'il y a de ça, tu vois. Peut-être que le LEC a mis ça en place en partie pour ça. Après, je pense que c'est quand même en grande partie parce que les équipes commençaient à avoir le rouge. Mais, mais, il y a, mais c'est sûr que ça peut, à mon sens, que être bénéfique vis-à-vis de l'arrivée prochaine, a priori, des grosses structures du Moyen-Orient. Tu vois. Ouais, après, c'est surtout le cas Et Falcons, qui lui est vraiment backé directement par l'État saoudien. C'est-à-dire que Twisted Minds ou Nigma ont des Enigma est rapports backé plus. par une Ah, partie Nigma, je crois c'est les aussi, ouais. Émirats? C'est les Émirats, Nigma? Je crois, ouais, il me semble qu'il y a
Il y a un morceau, justement, je crois que c'est un truc qui pose problème aussi pour l'accession à LEC, justement, c'est que, comme Falcons, je crois que ça dépend du pourcentage que le gouvernement met. Je crois qu'il y a une limite que le LEC veut fixer, de ce que j'avais compris. Ouais, alors nous, on est sur le sujet, faut pas trop prendre en compte ce qu'on a lu jusqu'ici. Non, mais je sais Mais plus, mais j'avais entendu un truc comme ça, en gros, qu'il y avait un pourcentage globalement que Riot pouvait autoriser et ouais. que ça se jouait globalement là-dessus pour savoir si Mmh. Falcons et Enigma pouvaient ou non accéder au LEC. Je pense qu'il y a d'autres problèmes, hein, évidemment. Mais du coup, voilà. Alors, ouais, moi, en partenaire de Nigma sur leur site, j'ai Etihad, donc du coup, bon, ça c'est assez Mmh. établi. Aldar Properties, qui est, je sais pas exactement ce que c'est, mais visiblement c'est un gros truc aux Émirats Arabes Unis. Et un projet qui s'appelle 2454, qui est visiblement un truc backé par la ville d'Abu Dhabi et BMW. Ouais, donc en gros, on n'est pas loin de. En tout cas, Ouais, ils c'est sont, probablement des choses qui ont un lien avec le gouvernement émirati, donc oui, ils ont un lien. Peut-être pas Ouais. aussi direct que celui de Falcons, mais quand même assez proche. Après, juste pour revenir sur ce qu'est un salary cap, parce que je trouve quand même que c'est intéressant, il y a quand même c'est un peu comme la Fairness Draft, c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de modalités différentes et de manières de faire différentes et bon, à l'effet, du coup, on a appliqué ce gentleman agreement à 250K, mais tu vois, il y a toutes ces questions de qu'est-ce que tu fais quand il y a un dépassement, est-ce qu'il y a des exceptions et tout, et même dans les modalités et tout, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à regarder. Et c'est souvent ça qui est rigolo, tu vois, genre, par exemple, le, dans le cas de dépassement, dans le cas d'un dépassement de salary cap, la thune, enfin, tu prends une amende, en gros, tu prends une luxury tax, qui en LCK et en LEC, je sais pas pour la LPL, est redistribuée aux autres équipes. Tu vois, c'est des modalités du coup, t'aides les autres équipes, entre qui guillemets, si jamais tu fais n'importe quoi sur ton roster, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que euh, l'arrivée des oligarques dont on parlait tout à l'heure en LFL, bah, au final, ils se retrouveraient à subventionner les concurrents, en fait, si ça se formalisait de la même manière qu'en LEC et qu'en LCK, tu vois. Le gars, il y a- D'ailleurs, pareil, c'est quoi? Dans tous les cas, il y a toujours des systèmes pour contourner. Je sais plus exactement dans quel cas Oui, c'était, mais bah, il me il y a semble des exceptions, ouais. que c'est l'Asvel, du coup, au basket, qui verse un salaire au Oui. joueur, puis sur une autre entreprise du joueur qui était dans je sais pas quel pays. J'aurais dit Israël de tête, mais je sais plus. Où en gros, ils envoyaient l'argent là-bas, dans un autre pays. Et en fait, en gros, c'était un moyen de contourner des trucs de salaire comme ça, en fait. Voilà, c'était globalement, tu verses dans une autre société, tu dis que tu verses au salaire du mec là, et de l'autre côté, ils t'envoient je ne sais pas quel truc, que ce soit un truc de sponsoring ou je sais pas quoi, tu l'envoies au joueur, et bref, tu contournes le système dans tous les cas. Si tu veux contourner le système, dans tous les cas, tu as toujours des moyens de le faire. Oui, bah, je pense que C'est les surtout ça équipes qui peut pourront dire. toujours trouver des moyens de système ou juste des avantages en nature qui sont pas, Oui, qui c'est sont ça, pas ouais. quantifiables, Ah, enfin, ou qui le sont difficilement. Enfin, il y aura toujours une manière de dépasser ce genre de réglementation. Je pense qu'en fait, elles ne peuvent tenir que si tous les acteurs s'accordent sur le fait qu'elles sont importantes. ouais. Le jour où un acteur qui peut être suffisamment déstabilisant vient les briser, bah, soit cet acteur se fait éjecter, soit cet acteur change les règles. En fait, c'est-à-dire que moi, pour moi, Falcon, c'est ça. C'est-à-dire que si Falcons arrive en LEC, c'est-à-dire que et qui dépasse à la cap en n'en ayant rien à faire, bah derrière, c'est soit Falcons va d'une manière ou d'une autre, soit se faire rentrer dans le rang ou juste se faire virer. Soit bah, G2 va recommencer à bien dépenser, Fnatic vont ressortir les levées de fonds, etc. Ou alors voilà, les équipes vont mourir. Enfin, mais je pense que c'est c'est une réglementation qui ne tient que si tout le monde pense qu'elle est bonne. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Voilà. que ça arrange tout le monde pour l'instant. En gros, c'est ça, ouais. Et effectivement, si c'est plus le cas un jour, il faudra peut-être réajuster pardon, le dispositif. C'est clair. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, non, bah, je vous invite juste à aller voir les exceptions salary cap et à voir comment est fait celui en Chine, parce que c'est un peu rigolo. Mais, Bah écoute, parfait, je mettrai ça mais sinon, en c'est bon. description de l'épisode. Merci beaucoup pour ce premier jet, on va dire ça comme ça. Évidemment, pour les personnes qui ont écouté, si ça vous a plu, ou s'il y a quelque chose comme ça, n'hésitez pas à faire un retour. On sera ravis de savoir pour la prochaine fois. Et puis merci beaucoup Diane, merci beaucoup Lucas. Merci, merci Coco. Puis bah, à la prochaine, comme on dit. À la prochaine. Alors